Alors aujourd'hui on change un peu de perspective. On est toujours au XVIIIe siècle, on est toujours dans le royaume de Sardaigne, mais la fois dernière et les fois d'avant, on était plutôt avec le ministre de la Guerre et puis le ministre des Affaires étrangères. Ce soir, on est avec le maire et Darmanin. Ah, ça veut dire que... C'est qui ces deux-là? C'est qui ces deux-là? Ça veut dire qu'on va s'intéresser un peu à la fiscalité et on va s'intéresser un peu à l'organisation territoriale. Alors, je pourrais lui mettre des guillemets, c'est vrai que le pouvoir absolu, on peut l'entendre de multiples manières, mais c'est dans le même sens où on dit qu'il y a un pouvoir absolu en France à partir de Louis XIV, avec Louis XV, Louis XVI. De la même manière qu'on peut le dire en Prusse, on peut le dire en Russie. La seule exception un peu à cette époque, c'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre c'était un royaume avec une monarchie constitutionnelle, déjà à cette époque. Mais pour le reste, donc, voilà, c'est pas propre au royaume de Sardaigne. On a ces idées de ce qu'on appelle un pouvoir absolu, ce qui veut essentiellement dire un pouvoir qui est centralisé. C'est ça qui veut dire pouvoir absolu. On a un pouvoir qui est centralisé. Alors en France, la centralisation, à cette époque, c'est pas tout à fait Paris, c'est plutôt Versailles. Et par contre, au royaume de Sardaigne, le point central, c'est, et ce sera de plus en plus, Turin. Turin. Et ça veut dire aussi qu'il y a un maillage administratif. Et quand on dit un pouvoir centralisé, vous allez me dire c'est deux figures un peu différentes, mais un pouvoir centralisé, c'est aussi un pouvoir pyramidal. C'est-à-dire que le centre, c'est le sommet d'une pyramide, et après, ça redescend, et on a une organisation qui est très administrative. Et alors, ce qui est très caractéristique au XVIIIe siècle, c'est qu'on va voir une mise en retrait de la noblesse locale. Les nobles locaux, souvent c'est des familles très anciennes. On a certaines familles qu'on trouve déjà dans des documents au XIe, XIIe siècle. Ils vont être mis sur la touche de plus en plus. Par contre, d'abord il y a une nouvelle noblesse. Début XVIIIe, il y a des nouveaux nobles qui apparaissent. Ces gens-là, ils étaient roturiers et ils sont anoblis. Alors parfois on appelle ça la noblesse de robe. Noblesse de robe, c'est ceux qui étaient plutôt dans l'administration, dans la justice, etc. Mais on peut avoir aussi des marchands. On a deux exemples dans la vallée. On a les terriers de la bâtie. Les terriers de la bâtie, c'est des marchands du Beauportin et qui, justement, au XVIIIe siècle, sont anoblis. Donc jusque-là, ils s'appellent terriers, puis on rajoute de la bâtie. On a les Rossets de Tours. Les Rossets, c'est des marchands de Conflans, et ils deviennent les Rossets de Tours, parce qu'on les anoblit, donc quand on anoblit quelqu'un, il faut leur donner un titre avec un territoire. On va citer aussi, parce qu'eux, ils sont quand même plus proches de nous, on a les Carons, qui vont devenir les Carons de Saint-Thomas. Alors c'est Saint-Thomas au sens de l'ancien nom de Grand Cœur, et les Carons de Saint-Thomas, ils vont avoir quasiment l'équivalent de ce que les Briançons, les Blanches, puis les Mailleurs avaient sur le bas. C'est-à-dire qu'on les trouve, leur titre c'est Grand Cœur, mais on va les trouver au château des Blanches, on les trouve au château de Fesson, un peu sur tout le bassin des Blanches. Donc ces gens-là, vous voyez, ils prennent la place, certains le disent très mal, mais pourquoi ils prennent la place? Tout simplement parce qu'ils viennent de faire leur preuve,
ce que certains historiens appellent, ils disent, ils ont commencé par être des bourgeois laborieux, mais en tant que bourgeois laborieux, ils étaient proches du pouvoir, et comme ils étaient proches du pouvoir, ben, il y a un moment où on les récompense. Alors, il y a un gros avantage, c'est que si vous appartenez à une famille noble du XIIe siècle, vous pouvez remettre dans les brancards. Vous avez le droit. Parce que vous pouvez dire à la Maison de Savoie, on était là en même temps que vous, on était là peut-être même avant vous. Si vous êtes anobli par la Maison de Savoie au XVIIIe siècle, ben, vous êtes obéissant, puisque c'est eux qui vous ont donné le titre. Donc vous voyez, c'est une sorte de ruse du pouvoir. On élimine ceux qui pourraient être gênants, et puis on met à la place ceux qui vont être dociles. C'est un procédé deux comme le monde, et qui n'a pas forcément changé. Et puis ce qui est nouveau aussi au XVIIIe siècle, c'est qu'on va voir apparaître de plus en plus un pouvoir qui était relatif avant, c'est le pouvoir de l'argent. Parce qu'avant, le premier pouvoir, il reposait sur la terre. C'est-à-dire que la terre, ça coûte. Mais là, on a des gens qui, avant d'avoir de la terre, ils ont de l'argent, qu'ils ont eu par le commerce, qu'ils ont eu par les affaires, etc., et qui va leur permettre, après, d'acheter la terre. Et ça veut dire que le XVIIIe siècle, c'est pas la naissance, mais c'est vraiment la mise au premier plan d'une sorte de nouvelle classe, qui est la classe des bourgeois. La bourgeoisie, ça devient l'élément central. Et d'ailleurs, je pense que quand on regarde les analyses de Marx, il l'avait bien vu, parce que Marx disait, bon, la révolution de 1789, ça peut sembler être une révolution populaire au point de départ, donc si on regarde les événements antiques 14 juillet, mais en réalité, ce n'est pas une révolution prolétarienne, c'est une révolution bourgeoise. Donc, 18e siècle, on peut dire, c'est un peu le grand siècle de la bourgeoisie plus que de la noblesse. Alors, ces monarchies absolues, vous savez qu'on dit parfois aussi qu'elles sont éclairées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éclairées? Ça veut dire qu'elles s'appuient sur un certain nombre de réflexions qui permettent de mettre en place des outils un peu nouveaux pour gouverner et qui sont souvent des outils plus rationnels que ceux qu'on avait auparavant. Donc ça veut dire que souvent, à proximité de ces monarques, il y a des philosophes, il y a des scientifiques, il y a des gens qui apportent un savoir qui est un peu nouveau, mais qui reste au service du pouvoir. Alors, si on regarde dans le royaume de Sardaigne, ça encore une fois, c'est pas un scoop, la population, on peut dire 90% sont des agriculteurs. Je dis 90%, mais faute de dire peut-être plus. Mais en gros, 9 personnes sur 10 vivent directement de l'agriculture. Les autres, ils sont des agriculteurs sans en avoir le titre. Parce que les commerçants de Moutier, quand on regarde ce qu'ils possèdent, ils ont presque tous une vigne qu'ils cultivent eux-mêmes. Ils ont une vigne sur Haute-Cour, les plus riches du côté de la Sauce, donc au-dessus de Brie-les-Bains, aujourd'hui. Donc ça veut dire que tout le monde a quand même un rapport avec la terre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va parler impôt. Si on veut mettre un impôt qui rapporte, il faut que l'impôt il ait un rapport avec la terre, avec la propriété. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle proportion ça représente, c'est peut-être, mais je suppose que la manière la plus large d'imposer les gens, c'est de les imposer sur le revenu. Et en particulier, peut-être,
La TVA. Ah oui, il y a la TVA. Mais je veux dire, ce qui concerne quand même énormément d'individus, c'est le fait qu'on a quasiment tous, enfin, pas tous, mais un revenu salarié. Le revenu salarié, au XVIIIe siècle, et encore au XIXe, ça ne veut rien dire. Parce que les gens sont soit agriculteurs, le dixième, et les autres, c'est des artisans, c'est des commerçants, ou c'est des membres de l'administration. Donc la notion de salaire, elle n'existe quasiment pas. Donc c'est pour ça que les réformes fiscales vont faire qu'on va se concentrer sur l'impôt foncier. L'impôt foncier est un impôt foncier qui n'est pas seulement le foncier, l'habitation, hein, mais qui est un foncier très large sur l'ensemble des terrains que l'on peut posséder. Donc la question, c'est comment est-ce que l'impôt peut être le plus juste possible. Alors, plus juste, il faut l'entendre dans deux sens. Comment est-ce qu'il peut être le mieux accepté par le contribuable? Vous voyez ces impôts avec le sourire. Comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Et puis, le plus juste, ça veut dire aussi comment on peut faire pour qu'il rentre le plus d'argent possible dans les caisses de l'État. C'est aussi ça, le but. Comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas de l'évasion fiscale? Alors, l'État savoyard, on a souvent dit, ce royaume de Sardaigne, il va être précurseur, parce qu'on s'est dit que si on veut imposer le foncier, il faut se donner un outil qui s'appelle le cadastre. Ce n'est pas eux qui ont inventé le cadastre. Un étage au-dessus, dans les archives, il y a le cadastre de Moutier de 1696. C'est-à-dire qu'il y a un cadastre qui a à peu près 40 ans avant le cadastre au Sarre. Et le notaire qui s'appelle Martin Cubre, qui l'a rédigé, à plusieurs reprises, il dit qu'il s'est basé sur l'ancien cadastre. Donc ça veut dire qu'avant 1696, il y en a encore eu un autre avant. Sauf que le cadastre en question, c'est le cadastre de Moutier. Ça veut dire qu'en même temps qu'on faisait le cadastre de Moutier, on n'a pas fait le cadastre de Salins ou de Tours, on n'a pas un cadastre de Tarentaise, c'est simplement une communauté qui fait son cadastre. Et puis, ce qui est aussi un peu différent, c'est que c'est un cadastre pour lequel il n'y a pas de map, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation. Pour la bonne raison que les terrains ne sont pas vraiment mesurés. On dit d'amont, d'aval, ça veut dire la parcelle qui est au-dessus, la parcelle qui est en dessous, celle qui est au levant, celle qui est au couchant, donc est-ouest. Vous voyez, c'est très approximatif. Il y a bien l'idée du cadastre, par rapport aux gens à qui on va faire payer l'impôt. On fait bien la liste de ce qu'ils possèdent, mais on n'a pas la rigueur de ce qui va être mis en place. Donc c'est ça, quand on dit le cadastre sarde, il est unique en Europe, à son époque, ça veut dire que c'est la première fois qu'on se lance dans un cadastre à une échelle aussi grande, et c'est la première fois, surtout, qu'on a un relevé scientifique des terrains. Alors, le cadastre, ça va prendre du temps. Bon, là, je vous ai mis 1728, 1736. Vous pouvez presque mettre 38. Ça a pris, selon les endroits, ça a pu prendre presque une dizaine d'années à peu près. Ce qui est à la fois long et puis relativement rapide, parce que c'est quand même une cartographie de tout le territoire. Cadastre, donc ça veut dire registre. Donc c'est un registre de toutes les terres possédées par l'ensemble des sujets. Alors on verra que tous
pouvait pas cadastrer de la même manière. Donc celui qui a lancé l'idée, c'est Victor Amédée II. Alors, vous vous rappelez, Victor Amédée II, c'est le dernier duc, premier roi de Sardaigne. Enfin, petite parenthèse au roi de Sicile, et après il devient roi de Sardaigne. Et donc il a chargé celui qui était l'intendant général de la Savoie, qui s'appelle Don Louis Levert, d'être un peu le maître d'œuvre. Alors, je précise, hein, on dit cadastre sable. Quand on dit en 1728-1736-38, ce qu'on a cadastré, c'est de ce côté-ci des Alpes. D'ailleurs, ce qui correspond à peu près au département 73-74 aujourd'hui, sachant que le cadastre du Piémont était déjà fait, et il avait été fait à peu près sur les mêmes bases. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait non seulement le Piémont, hein, la partie orientale des Alpes, mais on va y ajouter la partie occidentale. La seule exception, c'est le Val d'Ost. Parce que le Val d'Ost, quand on a voulu les cadastrer, ils ont dit stop. Stop, parce que nous, au XIIe siècle, on nous a donné des franchises. Et les franchises, ça veut dire qu'on ne peut pas nous imposer sur la taille. Donc on ne peut pas nous faire payer des impôts sur les terrains. Donc il n'y a jamais eu, enfin si, il y en a eu un, mais plus tard, mais à cette époque, il n'y a pas de cadastre valdotin. Avance-toi un peu. C'est libre, hein, mais on le sait. C'est pas... C'est bon. Moi, j'en ai une aussi, je vais la faire. Alors, ce qui est important, c'est ce qui est au bas de la page. Au bas de la page, c'est l'acte qui met le point de départ, qui explique un petit peu, les quelques lignes, ça explique pourquoi est-ce qu'on fait un cadastre. Réparer les abus qui peuvent s'être glissés dans les temps passés par une distribution inégale des tribus. Alors, ce qu'on appelle les tribus à l'époque, c'est des impôts, sérieux. Et pour procéder non seulement à une juste répartition des susdites tribus entre communautés et communautés de tous les États du dit pays. Donc il soit fait une carte générale, mais encore pour que l'on puisse établir dans chaque communauté le cadastre qui devra à l'avenir être certain et invariable. Il y a plein de choses dans ces quelques lignes. Il y a d'abord la reconnaissance que jusque-là, on avait un outil qui n'était pas parfait. Et ne serait-ce déjà parce qu'on n'avait pas un outil, mais on avait plein d'outils différents. Donc le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la manière d'imposer en Piémont, ce soit la même manière que celle qu'on utilise en Savoie. Faire en sorte que sur tout le territoire du royaume, on ait la même manière de faire. Réaliser une carte générale, mais pour réaliser la carte générale, il faut commencer par faire la carte de chaque communauté. Ça veut dire que vous allez choisir une échelle, vous allez faire le cadastre de Moutier à telle échelle, vous allez faire le cadastre de Salins, vous allez faire celui de Tours, et puis après, une fois que vous avez Salins, Moutier ou Tours, bon, je prends ces trois-là, ils ont une frontière commune, vous allez réduire l'échelle, et vous arrivez à faire une carte. Et si vous prenez les maps de toutes les communes de Savoie, vous réduisez énormément l'échelle et vous avez une carte exacte du territoire savoyard. Plus ou moins exacte, parce que bon, on a quand même pas mal de sommets où on n'est pas allé cadastrer la Grande Casse ou autre, mais au moins le territoire habité, on peut faire une carte générale. Donc voilà, un petit peu, vous voyez, la perspective
cadastre pour faire un cadastre, on fait un cadastre pour que les impôts rentrent bien, mais ça suppose qu'on ait un outil qui soit efficace. Alors, dans ce texte, il est parlé de communauté. Alors ça, c'est important par rapport à l'impôt autrefois. Il faut savoir que l'État ne connaît pas, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça aujourd'hui, le contribuable individuel. Et ça veut dire que l'individu ne reçoit pas une feuille d'impôt. C'est la commune qui reçoit une feuille d'impôt. Parce qu'on est à une époque où ce serait trop compliqué d'envoyer une feuille à un tel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit la communauté de Moutier, elle doit payer tel impôt, telle somme globale. Et après, les syndics se débrouillent pour qu'au bout du film, il y ait cette somme. Donc vous voyez, on passe toujours par les communautés. C'est comme si l'État disait au maire de Moutier, il faut que vous fassiez remonter telle somme. Et après, la commune de Moutier se débrouille, elle divise comme elle peut, en fonction, je sais pas, du nombre d'habitants, en fonction des terrains possédés. Donc ça veut dire que c'est ce qui obligeait à faire des cadastres locaux. Donc il n'y a pas, chaque année, on reçoit une petite lettre. Et, bon, la petite lettre, c'est la même pour tous. Mais sur l'enveloppe, il y a le nom de chacun qui est marqué. Là, c'est comme si la petite lettre, elle était envoyée uniquement au maire, et après, chaque communauté se débrouille. Alors, sauf que là, une fois qu'on aura fini le cadastre, ça devient un outil redoutable. Ça veut dire que l'État a le moyen de communiquer avec chacun. Parce que l'État aura les moyens de savoir pour chaque individu ce qu'il possède précisément. Parce que l'État ne savait pas jusque-là. Donc vous voyez, c'est aussi un moyen pour que l'État ait une emprise beaucoup plus grande sur ce qui se passe sur le territoire. Ça veut dire que vous voyez, on crée de l'égalité, mais en même temps, on crée une mainmise plus forte. Alors, celui qui va être chargé de réaliser les premières maps, il s'appelle Jean-Pierre Audibert, et puis ensuite il y aura un certain Hyacinthe Cocchelli, parce que c'est un travail qui a commencé sous un roi, qui s'est fini sous le suivant, c'est quand même été relativement long. L'échelle qui est choisie, c'est 1/2400e. Donc ça veut dire que sur la map sarde, quand vous avez 1 mètre, ça représente un peu moins de 2,5 km. Alors pourquoi cette échelle-là? Tout simplement parce que c'est une échelle de lisibilité. Et si on avait fait, si on avait pris une échelle de 1/240e, ce serait impossible de manipuler les maps, puisque 1 mètre ferait seulement 240 mètres. Et si on avait fait une échelle plus petite, on n'arriverait rien à lire. Il faut au moins que pour toutes les parcelles, on arrive à lire le numéro de la parcelle. Et donc, voilà, ça a paru satisfaisant de dire on va partir sur du 1/2400e. Donc, quand vous avez les maps de base, c'est facile de se rendre compte. Chaque fois que vous avez 1 mètre sur le document, ça représente quasiment 2,5 km dans la réalité. Et le but, après, quand on fait ce qu'on appelle l'assemblage, ça veut dire qu'on prend plusieurs maps, là, on va prendre une échelle qui va être beaucoup plus petite, parce que l'assemblage, c'est quoi? C'est à la fin d'aboutir à une carte qui soit manipulable de tous les états de la maison de Savoie. Mais il faut commencer par là. Alors, comment est-ce qu'ils ont travaillé?
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'ensemble des étapes. Alors, si vous allez, pour nous, aux archives départementales Calvaris à Chambéry, si vous allez par rapport à des communes de Haute-Savoie aux archives départementales à Annecy, vous allez retrouver tous les registres. Alors, il y a un premier registre, c'est ce qu'on appelle, alors, lui, il n'a pas un grand intérêt pour nous, mais ça nous montre un peu l'ordre, comment on a travaillé. Premier registre, c'est le livre des numéros suivis du géomètre. C'est-à-dire qu'il a fallu partir d'une liste qui précisait le lieu-dit, le propriétaire et la nature de la culture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la Chaudane, Martin, Vigne. Voilà, 3 colonnes. Vous voyez, c'est simplement ce point de départ, mais si on n'a pas ce point de départ-là, on ne peut pas faire la suite du travail. Alors, après, on a le livre des numéros suivis des estimateurs. Donc, à chaque fois, on reprend le livre précédent et on va... Alors, ils n'avaient pas de chance, hein, ils n'avaient pas Excel. Ils auraient eu Excel, ça se faisait en un seul tableau, hein, mais eux, bon, c'est tout à la main. En parenthèse, on estime qu'il y a à peu près 500 personnes qui ont travaillé au cadastre pendant les 10 ans. Les 500 n'ont pas travaillé en même temps et pendant 10 ans. Il y en a au moins un que vous connaissez, hein, ce qu'il fait, c'est peut-être pas terrible, mais c'est Rousseau, hein, quand il était au Charmette. Alors, donc ce deuxième livre, c'est quoi? On va y ajouter le degré de bonté et le revenu en nature. Alors, ça peut paraître assez bizarre. Qu'est-ce qu'on appelle le degré de bonté? C'est le rendement. Parce que si vous ne réfléchissez qu'avec des surfaces, 2 surfaces identiques n'ont pas forcément le même rendement. C'est très bien, hein, surtout dans des pays de montagne. Donc, le degré de bonté, alors, il y a peut-être un côté un peu subjectif. Hein. L'idée de rendement, bon paysan, vous répondre, ça dépend des années. Voilà, mais il faut arriver quand même à trouver quelque chose de raisonnable et qui soit à peu près en cohérence avec les mêmes terres du voisin. Parce que si un gars vous dit « oh non, ça rapporte rien » et que l'autre vous dit « c'est une très bonne vigne et qu'elle est juste à côté », alors on peut se poser des questions. Donc là, ça veut dire qu'il y a tout un travail de terrain qui est à faire. Et l'imposition, c'est un rapport entre la surface et le degré de montée. On ne peut pas imposer uniquement à la surface, mais on est obligé d'imposer aussi par rapport à l'idée de rendement. Donc ça c'est très intéressant parce que ça oblige à préciser qu'est-ce qu'on cultive ou qu'est-ce qui pousse, hein, si on ne cultive pas directement. Donc en règle générale, ce qui est toujours le plus imposé, c'est la vigne, puisque avoir une vigne, c'est ce qui rapporte le plus. Après, en dessous, on va avoir les champs. Alors les champs, quand ce n'est pas précisé, sont des céréales. On précise en certains endroits qu'on a de la pomme de terre. On n'appelle pas pomme de terre à cette époque, mais on est en 1730. Et la pomme de terre, comme chacun sait, Parmentier, c'est 1780. Donc les Français sont deuxièmes sur ce coup-là. Ça veut dire qu'en Savoie, on a des pommes de terre à peu près un demi-siècle avant la France. Et il y a quand même beaucoup de villages dans lesquels on dit tifère. Et tifère, on sait que c'est une époque où il y a une grande immigration en hiver vers les pays alémaniques. Et dans ces pays alémaniques, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche d'aujourd'hui, on y cultive la pomme de terre à cette époque.
Donc, on peut supposer que les gens ont ramené des semences de pommes de terre quand ils rentraient au printemps, et ils avaient entendu un mot qui était tophole, cartophole, c'est de multifère. Vous voyez. Donc, on a la pomme de terre précoce parce qu'on avait l'habitude de ces déplacements dans les pays alémaniques. Et d'ailleurs, Parmentier, il découvre les vertus de la pomme de terre parce qu'il est fait prisonnier, je ne sais plus si c'est des Autrichiens ou des Prussiens, mais c'est ce qui lui permet de découvrir la pomme de terre. On précise aussi, et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que ça va après disparaître un peu, peut-être qu'il y en avait encore au XXe siècle, on précise les chenadiers. Donc les chenadiers, les chenavières, là on fait pousser le chanvre, on s'aperçoit qu'il y a quand même des surfaces qui sont intéressantes. On précise aussi les jardins. Voilà, ici on fait la distinction entre un champ et un jardin. Un champ, en théorie, il y a exactement la même chose qui pousse sur toute l'étendue. Jardin, dans la diversité. On trouve aussi, alors, il y a plein de nuances. Hein. On peut dire qu'en gros, on recense les prés, mais il n'y a pas un mot pour dire les prés. On trouve la trace de ce qu'ils appellent les prés vergers. Un pré verger, si vous avez des pommiers dans votre pré, vous pouvez y mettre les troupeaux, faites gaffe que les vaches ne mangent pas trop les pommes, mais voilà, vous pouvez couper le foin, etc. Mais en même temps, si vous avez des pommiers dans vos prés, il n'y a pas la même valeur que si c'est un pré où il y a uniquement du foin. Il y a des mots, si vous avez un mauvais pré, on va appeler ça des ruffes. Voilà, ruffes, voilà, c'est de la mauvaise qualité. On appelle ça des têtes. Et puis, quand on arrive au bout du bout, il y a les broussailles. Et puis après, il y a aussi tout le vocabulaire de la forêt. Parce que les forêts ne sont pas toutes communautaires, il y a de la forêt privée. Et ce n'est pas la même chose si vous avez une forêt de résineux, de peulus, etc. Donc ça va donner une cartographie, quand même assez précise, de ce qui est ce monde agricole. Alors, à partir de là, vous avez un troisième livre. Le troisième livre, c'est quoi? C'est le livre des calculs. Ça, si vous avez envie de vous faire mal à la tête, vous avez votre archive départementale, vous demandez le livre des calculs, il n'y a que des chiffres. C'est comment on arrive à calculer la surface d'un champ qui n'est jamais carré ou jamais rectangulaire, de bouts de terrain qui sont tout discornus. Il faut quand même arriver à calculer une surface, ce qu'on appelle la méthode des triangulations. Il faut savoir qu'en Piémont, à cette époque, il y a quand même de bons géomètres. Il y a de très bons géomètres et une sorte d'école qui est née à partir de ça. Là, on a déjà pas mal de choses. Ça veut dire qu'on a notre liste des parcelles, on sait ce qui pousse dessus, et grâce au livre des calculs, on sait quelle est la surface occupée. Donc, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une tabelle minute. Ça ne donne pas l'heure, mais c'est une liste alphabétique des propriétaires. Donc ça, c'est intéressant, parce que jusqu'à maintenant, on entrait par le lieu dit. Maintenant, on va rentrer par le propriétaire. Encore, vous voyez, Excel, il sait faire. C'est un seul tableau, soit vous sortez par le lieu, soit par le propriétaire, mais eux, ils font tout à la main. Donc ça veut dire qu'il faut un livre qui rentre par le lieu, et maintenant on va faire un livre qui rentre par le propriétaire. Donc c'est diabolique, on sait chacun ce qu'il possède. Alors, numéro cadastraux. Les numéros cadastraux, voilà, et maintenant qu'on a des parcelles, on peut mettre un numéro à chaque parcelle, le nom du lieu-dit, la nature de la parcelle,
et la contenance. Alors, la contenance, c'est là où c'est coton, pour la bonne raison qu'on n'a pas les mêmes mesures en Savoie et en Piémont. Ça, aujourd'hui, ça paraît au-delà de l'entendement, comment dans le même pays, on peut avoir des mesures différentes. C'est comme ça. C'est comme ça, et ils n'avaient pas envie d'imposer une mesure unique. Donc, quand vous êtes sur le cadastre chez nous, l'unité linéaire de base, c'est ce qu'on appelle le pied de chambre. Alors, un pied, en règle générale, ça fait toujours à peu près 30 cm. Le pied de chambre, qui est la mesure savoyarde, elle est relativement proche, des fois dans un texte ancien, vous voyez le pied de roi. Le pied de roi, c'était le pied français. Mais dans les deux cas, il n'y a pas une grosse différence. Mais par contre, en Piémont, il y a ce qu'on appelle le pied liprant. Et un pied piémontais, je ne sais pas si il y avait des grands pieds en Piémont, mais le pied piémontais, il fait 51 cm. Et c'est compliqué parce que si au moins il faisait le double du pied savoyard, mais non, il ne fait pas le double. Hein, d'un côté c'est 33 cm, de l'autre c'est 51. Après, pour arranger le tout, en Piémont, le pied, il n'est pas très important. En Piémont, la mesure la plus usitée, c'est le trabuc, qui est RABUC, tout simplement. Et le trabuc, c'est 6 pieds. Donc ça veut dire que par rapport à un pied qui est à 51, ça fait un peu plus de 3 mètres. Donc souvent, dans des textes où on s'exprime en mesure piémontaise, vous allez voir tant de trabuc. Sachant que ce qui nous déconcerte un peu plus encore, on est dans des systèmes duodécimaux. Alors, duodécimaux, ça ne veut pas dire 2 fois 10, hein, c'est pas 20, mais duodécimal, ça veut dire 12. Alors, sur le coup, on se dit, mais parce que nous, on est tombé dans la marmite du système décimal des locaux préparatoires, ou peut-être non, je ne sais pas, mais le système duodécimal, on est bien toujours dedans. Toute la journée, vous y êtes. Quand vous regardez l'heure, on est dans le système duodécimal. Quand vous achetez des œufs, essayez d'acheter 5 œufs. On ne le pas. Donc, système duodécimal. Si vous achetez des escargots, si vous achetez des huîtres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les survivances de ce système qui a duré beaucoup plus longtemps que le système décimal. Parce que le système décimal, il va s'imposer au moment de la Révolution. Et encore, il ne s'impose pas partout, puisque les Anglais, ils vivent très bien en dehors de ce système. Je ne sais pas, l'escargot. Donc, les mesures ne sont pas les mêmes. Les mesures de surface ne sont pas les mêmes non plus. C'est-à-dire que ce que vous allez trouver de ce côté-ci, on va vous parler en toise. La toise carrée. Alors, la toise carrée, c'est quoi? C'est 8 pieds par 8 pieds. Donc, 8 fois 3, on va être en gros à 2,40 m par 2 mètres. Et ensuite, on aura le journal. Et ce qu'on appelle un journal, c'est 400 toises. Alors, journal, tout simplement, parce que ça vient de surface qu'on pouvait travailler en une journée. De toute manière, les mesures, c'est simple, à partir du moment où vous les ramenez à vous. C'est pas de l'égocentrisme, hein, mais on parle de quoi? On parle du pied, on parle du pouce. Donc, système duodécimal, un pied, c'est 12 pouces. Les gens qui vendent du tissu, quand on vend du tissu, vous avez un rouleau et vous dévidez comme ça. Donc, l'aune, c'est la longueur,
ben, il y a d'autres mesures qui correspondent au travail humain. Bon, donc, c'est pas pour vous abattre, hein, mais c'est simplement pour vous dire que quand on a le cadastre savoyard, sarde-savoyard, et le cadastre sarde-piémontais, les mesures ne sont pas les mêmes. Il faut convertir. Alors, ça, on en était à la tabelle minute. Donc, tout ce que je viens de vous dire, vous l'oubliez, parce que ça, c'est simplement les étapes du travail. Et on arrive, c'est la seule qui a vraiment de l'intérêt, à la tabelle récapitulative. Ce document le plus complet, c'est la tabelle minute, mais on ajoute pour chaque parcelle le degré de montée et la cote pour la taille. C'est-à-dire comment on va calculer l'impôt sur cette parcelle. Et si vous plongez là-dedans, vous arrivez à avoir une photographie complète d'un village en 1730. Alors, complète, ce serait trop simple. Il y a encore un autre cahier qui s'appelle le cahier des déductions. Le cahier des déductions, c'est quoi? C'est les terrains qui ne payent pas d'impôts. Donc le cahier des déductions, c'est par exemple toutes les propriétés ecclésiastiques. Les ecclésiastiques ne payaient pas la taille. Donc ça veut dire qu'il faut bien, ces terrains, il faut bien les avoir enregistrés quelque part, mais on ne va pas les mettre dans la tabelle récapitulative, puisqu'elle ne sert que pour l'impôt. Donc c'est ce qui est hors impôt. Alors, le problème d'un cadastre, c'est quand vous avez fini, vous êtes content, il est faux. Il est faux, parce qu'en 10 ans, il y a plein de gens qui sont morts. Et même s'ils ne sont pas morts, il y a des terrains qui ont été vendus, il y a des terrains qui, par héritage, ont pu être divisés. Hein. Donc, ils ont compris qu'il fallait en même temps qu'il y ait ce qu'on appelle un livre journalier des changements. Ça veut dire que tous les jours, il faut pouvoir enregistrer. Ça donne naissance à un service de l'enregistrement. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que tous les jours, il faut qu'il y ait suffisamment de points. Hein. Il ne peut pas y avoir, surtout à l'époque, un point central. On ne va pas centraliser tout ça à Chambéry, mais il faut des services de l'enregistrement locaux pour qu'on puisse dire telle parcelle qui avait tel propriétaire, à partir de tel jour, elle a un autre propriétaire. Et donc, à partir de là, il y a ce qu'on appelle le livre des transports. Et ça, le livre des transports, c'est bien, parce que la parcelle, vous avez autant de colonnes qu'il y a eu de changements de propriétaire. Donc, ça veut dire que la colonne qui est remplie, la plus à droite, c'est le propriétaire actuel. Et à partir de cette colonne, vous remontez en direction de la gauche et vous avez tous les propriétaires précédents. Donc voilà, c'est ça ce qui a été mis en place. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, il a fallu qu'il y ait des gens qui dessinent. Et en respectant l'échelle, on a eu des cartes, qu'on appelle des maps. Alors, il y a un code couleur qui est très simple. Quand vous avez du rouge, rose comme vous voulez, c'est de l'habitat. Et après, en nuances de vert, de marron, etc. En règle générale, en marron, c'est plutôt les champs, couleur de la terre. Et ce qui est vert, c'est plutôt les prés, les jardins ou les forêts. Voilà, puis après, selon celui qui a fait la map, vous avez des petits gris, qui sont un peu propres à chacun. Et vous savez que ça a tellement été bien fait que, il y a un peu un hiatus, parce qu'après, on va passer au cadastre napoléonien. Bon, c'est là. Non, c'est là où on fait plus. Mais en tout cas, devant les tribunaux d'aujourd'hui, les choses sont compliquées à trancher.
trancher, on peut toujours voir si des fois le cadastre SAR peut éclairer. Voilà, bon, je vous ai mis, on pourrait prendre n'importe quel exemple, je vous ai mis le détail d'une map pour ces capitales en Haute-Savoie, et puis la tabelle minute de Chamonix. Ça, vous faites cadastre SAR d'un chez Google, et il va vous sortir plein de choses. Et puis, les maps ont été numérisées. Donc, en rentrant par le site des archives départementales, vous pouvez trouver des choses intéressantes à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais n'oubliez pas, le but, c'était pas de faire une carte de la Savoie, même si ça permet de le faire. Le but, c'est quand même que l'État puisse faire rentrer de la manière la plus efficace un impôt qui soit basé sur le foncier, et en particulier donc, sur le foncier agricole. Alors, n'oubliez pas, même s'il va faire de l'importance, qu'on a déjà évoqué un autre impôt qui est ce qu'on appelle la gabelle, qui lui est un impôt qui est calculé sur la taille des familles et sur les animaux possédés. Enfin, animaux, il y a les trois catégories, bovins, ovins, caprins. Bon, c'est déjà pas mal. Vous ne faites pas d'impôt sur les poules, vous ne faites pas d'impôt sur le chat, etc. Mais... Ils ne mangent pas bien ça. Oui, ils ne mangent pas bien de ça. Mais voilà, disons que là aussi, c'est intéressant. Vous voyez, on a une chance que les pauvres petits Français n'ont pas. C'est que si vous croisez les consignes du sel avec le cadastre, vous pouvez trouver une famille au XVIIIe siècle, savoir comment elle était constituée, donc d'enfance, qui est-ce qui était sous le même toit. Vous pouvez savoir quelle était leur fortune au niveau des animaux possédés, et vous pouvez faire la liste des terrains qu'ils possédaient. Sachant que après, vous multipliez encore par le fait que depuis le XVIIe siècle, il faut reconnaître qu'on a quand même des registres de catholicité qui sont relativement bien tenus. Ça veut dire qu'on enregistre les baptêmes, les mariages et les décès. Ça tient lieu d'état civil. Vous rajoutez le fait que le tabellion sarde n'est pas le français. En France, ce qu'on demandait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un acte notarié, on enregistrait un résumé de l'acte. En Savoie, ce qu'on enregistre, c'est la copie intégrale. Ça veut dire que par rapport à un acte notarié, par exemple un testament, contrat notal avant le mariage pour la fille, les contrats de vente, les contrats de location, les prix faits pour les artisans et les artistes, si vous savez que vous êtes par exemple tabellion de métier, c'est un peu fastidieux, mais ça veut dire que vous allez tourner les pages du tabellion de métier et vous allez trouver l'ensemble des actes qui ont été passés par les notaires. Donc vous pouvez retrouver là encore des éléments qui concernent votre famille. Donc si vous ajoutez tout ça, on peut quand même arriver à des choses assez intéressantes, même si c'est il y a 3 siècles. Bon, alors, un deuxième volet, c'est ce qu'on appelle communément le rachat des droits féodaux. Alors, c'est quoi le rachat des droits féodaux? Là, on vient d'évoquer des impôts qui étaient dus à l'État central. La taille, les gabelles, on a ajouté quelques autres. Il y en a un dont je ne parle pas, mais il ne faut pas oublier que les gens doivent aussi payer la dîme. Mais ça, c'est l'impôt ecclésiastique. On paye la dîme à l'Église. Après, ce qu'on appelle aujourd'hui les impôts locaux. Alors, les impôts locaux, c'est quoi? C'est des droits féodaux. C'est-à-dire que ça remonte à très, très loin dans le temps. C'est ce qu'on avait l'habitude de payer aux seigneurs parce qu'on utilisait un four, parce que le
seigneur était censé entretenir le pont. Voilà. C'était pas grand-chose, hein, comparé à ce qu'on a évoqué avant. C'était souvent difficile à percevoir et l'État sarde va proposer, aujourd'hui on appelle ça un système gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire où tout le monde gagne. Et à la fin, vous doutez bien, il y en a qu'un qui gagne. Alors, système gagnant-gagnant, c'est quoi? C'est de dire aux communautés, au lieu de payer chaque année ces petits impôts, vous allez acheter le droit une fois pour toutes. Ça veut dire que ça va coûter plus cher cette année, mais l'année prochaine, vous n'en payerez plus. Et l'année d'après, non plus. On va dire aux nobles locaux, chaque année, vous avez beaucoup de mal à percevoir toutes ces petites sommes, donc on va vous donner une grosse somme une fois pour toutes. Et après, vous n'aurez même plus à travailler. Et on vous assure une rente. Et l'État, il dit, voilà, nous, on joue les bons offices. Alors, faites un petit calcul. Si vous payez 10 à l'État central, et vous payez 5 d'impôts locaux, ça veut dire que dans votre esprit, les impôts, c'est 15. 10 plus 5. L'année suivante, les 5, ils disparaissent. Donc, même si l'État fait passer de 10 à 14 ce qu'on lui doit, il a augmenté de 40%, s'il passe de 10 à 14. Bien, il pourra toujours dire, l'année dernière, vous aviez payé 15. Cette année, vous payez 14. Donc, vous voyez bien que les impôts, ils ont baissé. Et donc, c'est une manière habile de dire on va faire rentrer plus d'argent dans la caisse de l'État. Bon, je ne sais pas, après... Est-ce qu'ils ont donné à lever son niveau? Alors, comment ça s'est passé? C'est ça qui est intéressant. C'est un peu un système supprime la taxe d'habitation. Un petit truc comme ça, vous voyez? Donc, c'est pas gagnant-gagnant tout de suite. Hein. Alors, comment ça s'est passé? Les communautés, parce que, encore une fois, ça ne se passe pas au niveau des individus, c'est la communauté. Hein. Les communautés, elles n'ont pas forcément de l'argent. Parce qu'une communauté, qu'est-ce qui fait sa richesse? C'est des forêts, c'est des alpages. Mais la communauté, elle n'a pas des avoirs monétaires. Donc, si vous voulez racheter quelque chose, il faut avoir de l'argent. Et comment vous pouvez avoir de l'argent? En vendant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés ont été obligées de vendre des forêts, donc des biens communaux, des forêts, voire des alpages. Et ça, certains, ça les a un peu étranglés, hein, quand il faut vendre un alpage. Vous savez, en 1945, le jour où le conseil municipal de Saint-Bon il a dû prendre la décision de laisser les alpages communaux au département, ce qui est strictement interdit, de la Gontrie, qui était président du conseil général à l'époque, il a dit à Munier, qui était le maire de Saint-Bon, je ferme la porte de la salle de conseil, salle de conseil qui délibère, donc je ne peux pas être ouverte, hein. Je ferme la porte et je ouvrirai quand vous aurez pris la décision. Parce que ça va être très bien de prendre la décision, même si c'était en faisant miroiter une station de ski, prendre la décision de céder les alpages ou de faire autre chose, dans le milieu paysan. Donc là, à plus forte raison, on est au XVIIIe siècle, donc il faut vendre un alpage pour dire au moins on n'aura plus à payer le seigneur. Certains se sont dit, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux continuer à payer le seigneur? Donc ce qui veut dire que la mesure a été proposée. Après, chaque communauté a pris un peu la décision de savoir quand est-ce qu'elle allait la mettre en œuvre. Il y a
timing imposé. Donc ça, c'est une première chose. Alors après, il faut se dire, on vend à qui? On vend à quelqu'un qui a de l'argent. Qui a de l'argent? Ceux qui ont de l'argent, à cette époque, c'est essentiellement des gens qui vivent dans les bourgs. C'est-à-dire c'est des gens qui prospéraient dans le commerce, c'est des gens qui font des affaires parce qu'ils sont notaires, et les notaires de l'époque, c'était des banquiers en même temps. Donc ça veut dire que des alpages qui étaient communautaires, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent la propriété de privés et qui ne sont pas des gens de la communauté, qui sont des gens souvent des bourgs. Et les alpages privés, il y en a encore aujourd'hui, parfois ça vient du rachat des droits féodaux. La noblesse locale, ils ont compris assez vite quand même un truc, c'est qu'on leur donnait une somme d'argent. La somme avec laquelle ils se retrouvaient, c'était quand même pas une rente à vie, loin de là. Et puis surtout, c'était un moyen de les évacuer complètement des affaires. Et puisqu'ils n'avaient même plus cette relation avec l'ensemble de la population. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la noblesse locale, ce sont devenus des paysans un peu plus aisés, mais ils n'avaient plus aucun rôle dans l'organigramme. Donc, c'est pour ça que le rachat des droits féodaux, beaucoup se sont dit, en définitive, ce n'est pas du gagnant-gagnant, c'est du perdant-perdant. Parce que pour les communautés, ça coûtait très cher, et pour la noblesse, c'était une manière de les évacuer. Et qui est le gagnant? C'est l'État. Lui, il n'a rien perdu sur cette opération, au contraire. Et puis, on peut dire aussi, qui commence à gagner, c'est ceux que j'appelle les bourgeois. Parce que eux, maintenant, ils ont accès à quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Les bourgeois, ils avaient de l'argent. Maintenant, grâce à leur argent, ils peuvent avoir aussi de la terre. Et ils deviennent des propriétaires terriens. Alors, cette réforme, encore une fois, c'est une réforme qui est proposée de manière un peu déjà avancée dans le XVIIIe siècle. Ceux qui ont vraiment gagné, c'est les communautés qui ont dit on attend. Pourquoi ils ont bien fait d'attendre? Parce que la révolution va arriver, et la révolution, elle va décréter l'abolition des droits féodaux. Donc ça veut dire que ceux qui ont anticipé, ils ont payé pour que les droits féodaux disparaissent. Ceux qui ont attendu, les droits féodaux vont disparaître sans que ça coûte rien. Donc vous voyez, ne vous précipitez jamais pour répondre à l'administration. Attendez, il y aura des événements